Bien, ben écoutez, je vous propose de commencer. D'abord, bonsoir, buenas tardes. Je me sens presque amené et obligé de parler aussi espagnol, dans la mesure où j'ai le plaisir, en tant que directeur de l'école lacanienne, d'accueillir à Bordeaux une analyste qui est depuis bien des années membre de l'école lacanienne et qui exerce la psychanalyse à Mexico. C'est un événement important, je crois, pour notre école que d'accueillir un livre, une œuvre, une invention d'une analyste mexicaine dans son rapport à la littéralité, à la langue lacanienne et la façon dont elle s'est débrouillée avec tout cela. Vous verrez, en fonction des questions qui seront posées, combien Gloria Leff circule dans un passage de langue vertigineux entre l'espagnol, le latin, l'anglais, le français. Elle donne à cette question du transfert et du contre-transfert la langue. Hein. Elle incarne quelque chose de cette question du transfert et c'est un fil important de son livre. Pour l'interroger, nous avons effectivement choisi une forme un petit peu vivante qui marque sûrement une position d'école. Agnès Coulon, qui est aussi membre de l'école lacanienne et qui exerce la psychanalyse à Saintes, va interroger le fil un peu du livre de Gloria Leff, qui elle-même répondra au fur et à mesure de ces questions. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Agnès, je vais me permettre un peu un préliminaire par rapport à Gloria. Quand on écrit un livre, il y a sûrement quelque chose qui vous a attrapé, on ne sait pas comment, depuis longtemps, et tout d'un coup, comme ça, il y a une urgence, où vous vous mettez un petit peu à écrire quelque chose autour d'une question. Alors j'aimerais demander à Gloria, au fond, qu'est-ce qui t'a comme ça tout d'un coup, ou de quelle façon, comment, si tu peux en parler, comment ça t'est arrivé pour dire voilà, je vais me lancer dans cette question du transfert ou du contre-transfert chez Lacan, mais à travers donc ces portraits de femmes analystes qu'il cite donc dans son livre. Qu'est-ce qui t'a, au fond, tout d'un coup, comme ça, amené à faire ce cheminement, Gloria? Bon, je peux vous dire, si je vais être très succincte, c'est dit comme ça? Succincte. Que tout a commencé avec un mot. C'était un mot en anglais dit par Jacques Lacan, qui apparaît dans une des séances de séminaire de l'angoisse. Il s'agit d'un mot qui c'est « to stoop ». Et la traduction la plus approchante en français serait « s'abaisser ». En plus, même avant de savoir toutes les nuances qui étaient autour de ce mot, je devais arrêter la lecture du séminaire. J'étudiais le séminaire de l'angoisse avec un petit groupe au Mexique. Et je me suis arrêtée avec ces mots. Et je me suis dit tout d'un coup, est-ce que c'est ça ce qu'on fait en tant que psychanalyste? Est-ce que c'était une affaire de stooping,
des ABC. Bon, toute l'histoire a commencé par là, parce qu'après, ces mots apparaissent dans le séminaire de Lacan d'une façon très curieuse. Il dit qu'il lit d'une façon textuelle un article d'une analyste nord-américain. Et il dit qu'il cite textuellement les mots de cet analyste nord-américain. Alors, il essaye de répondre à une question que c'est comment est-ce qu'on peut attraper une analyse réussie? Parce que cette analyste femme nord-américaine parle d'une analyse réussie qu'elle a eue. Elle répond les cas. Alors, Lacan dit qu'il cite textuellement une façon dont l'analyste nord-américain dit que c'était les patients qui l'a courbé à la volonté de lui. Ça, c'est ce que la femme dit. Mais Lacan, quand il prend la parole en disant qu'il lit textuellement l'article de cette femme, il dit, au lieu de dire to bend, le patient bend her, la courber à sa volonté, il dit to stoop. Alors, ça, c'était en plus une autre question qui m'a étonnée. Pourquoi si l'analyste utilise un mot que c'est to bend, courber, plier, pourquoi est-ce qu'il passe et il dit to stoop? Alors je me suis posé la question, si tout ce que Lou Schattauer, cette analyse nord-américaine, disait autour de cette analyse réussie, pouvait se travailler à partir de ce mot en anglais to stoop. Alors cette affaire de langue a commencé par là, parce que je devais passer de l'anglais au français, en plus en anglais, pour voir de quoi il s'agissait. Alors tout en partie du travail du livre porte sur ce mot. Donc to stoop, ça a été plutôt un départ. Bon, donc ça y est, le départ est lancé, Gloria. Moi, ce que je voulais dire juste quelques mots sur l'effet que m'a fait ton livre. Donc je suis embarquée dans cette fonction de psychanalyste, un après l'autre, un après un, depuis pas mal d'années déjà. Et justement, avec du recul, j'ai été extrêmement contente de rencontrer dans ton livre tout un travail autour du contre-transfert et, comment dire, plus que du contre-transfert, de Lacan et le contre-transfert, je dirais, et contre le transfert. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce contre, hein? Qu'est-ce que c'est que ce contre? Ton livre part de l'histoire du Talmud de personnes dans la même cheminée. Hein? Bon, tu le reprendras peut-être. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est ça qui, pour moi, est essentiel et que j'ai retrouvé à analyser pas après pas à propos de ces analystes et en particulier de Lucia Tower. On est embarqué en tant qu'analyste dans quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. À un moment, tu cites ça, comment peut-on être jour après jour, mois après mois, année après année, enfermé dans le même espace avec quelqu'un d'autre sans qu'il se passe rien. Voilà. Hein. Donc, il s'agit de l'érotique analytique et j'aimerais que tu développes un petit peu cet aspect-là. Oui, en fait, c'est très intéressant parce que le livre en espagnol s'appelle Ensemble dans la cheminée. Alors, ça c'est à cause précisément de cette anecdote sur le Talmud. Pourquoi? Lacan dit dans 3 fois différents, en 1960, 1963 et 1966, il prend appui dans une anecdote sur le Talmud. Et qu'est-ce qu'il dit cette anecdote? Ce sont un rabbin
et un prof de philosophie. Le prof de philosophie vient voir le rabbin et il veut savoir comment est-ce qu'il peut apprendre le Talmud. Et le rabbin dit, bon, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez l'esprit pour apprendre le Talmud. Alors, le rabbin lui fait une question. 2 hommes descendent par la cheminée. Un d'eux sort propre et l'autre sort sale. Qui des deux va-t-il se débarbouiller? Bon, le prof de philosophie commence à dire, mais certainement, ce qui est sale doivent se laver la figure. Et le rabbin lui répond non. Ce n'est pas ce qui est sale, parce que ce qui est sale voit l'autre qui est propre, et alors il pense que peut-être il est propre quand même. Alors, ce qui est sale ne va se laver. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'autre? L'autre voit l'autre qui est sale, il pense qu'il est sale, et alors il va se laver la figure. Alors le rabbin lui dit, vous vous trompez parce que c'est ce qui est propre qui va se laver la figure. Ah, dit le prof de philosophie, moi je comprends très bien. Pose-moi une autre question. Alors le rabbin lui dit, 2 hommes passent par une cheminée, qui de deux va-t-il se débarbouiller? Alors le prof de philosophie dit, mais nous venons de répondre à cette question. Bien sûr, c'est ce qui est propre qui va se laver. Non. Vous vous trompez. Et bon, c'est comme ça que le rabbin continue à faire la même question au prof de philosophie pour arriver à la fin à dire comment est-ce que vous pouvez penser que c'est possible que si 2 hommes passent par la cheminée, un peut sortir propre et l'autre peut sortir sale. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends cette anecdote sur le Talmud parce que Lacan l'est pris dans 3 occasions différentes pour dire quelle est la relation entre cette affaire du Talmud et l'érotique analytique. Et on peut dire comment est-ce que l'analyste et l'analysant peut passer par la cheminée analytique et un d'eux peut sortir propre en tant que l'autre sort sale. Pourquoi? Quelle est l'importance de cette anecdote? C'est incroyable parce que cette affaire de l'érotique analytique est au début de l'analyse. L'invention de la psychanalyse commence par cette affaire érotique. Mais quand même, on peut lire la littérature analytique pour voir de quelle façon les analystes essayent de prétendre sortir propre de cette expérience. Alors le livre porte sur cette affaire. C'est impossible pour l'analyste de sortir propre de la cheminée analytique. Alors voilà. Oui, il ne s'agit pas d'un savoir théorique à appliquer. C'est pas en étant comme le docteur en philosophie aimerait bien pouvoir l'appliquer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en effet à chaque fois de s'embarquer ensemble dans une aventure qui est l'aventure de chaque analyse, un par un. Tout au long de ton livre, ce qui est essentiel, c'est que tu déplies moment après moment comment toutes ces Lucy Tower. Pour résumer en quelques phrases l'apport de Tower à la psychanalyse, nous pourrions dire qu'elle a laissé le témoignage de son passage d'analysante à analyste en mettant au centre de celui-ci le caractère érotique de la psychanalyse. Dans son écrit, elle ne se contente pas d'affirmer que les analystes ont des réactions contre-transférentielles qui les érotisent et les perturbent, elle les affirme comme étant des réactions omniprésentes et normales. La nouveauté se trouve dans sa manière de ne pas escamoter cette érotisation et les conclusions qu'elle tire de cette expérience. Donc tu peux peut-être nous développer, quitte à revenir à autre chose après, l'histoire des 2 cas d'analyse réussie et ratée de Lucy Tower. Oui, mais peut-être je pourrais ajouter une autre chose pour qu'on voit de quoi il s'agit. Quand le livre était sorti au Mexique, en espagnol, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'étais invitée à Chicago
pour parler du livre parce que je faisais une partie de la recherche à Chicago parce que Lucia Tower est de Chicago Institute for Psychoanalysis. Alors j'étais là, je leur parlais de cette histoire de Stoop, je leur parlais de cette histoire de cette Carrie aussi, et comment est-ce on pouvait engager cette histoire, parce que ce n'était pas Tower qui parlait de Stoop, c'était Lacan qui parlait de Ben, quelles étaient les conséquences de ça. Tout, je croyais, passait très bien à Chicago. Mais quand on a commencé à discuter cet aspect érotique de la psychanalyse, parce que qu'est-ce qui se passe quand Lucia Tower stoops, quand elle s'abaisse? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'abaisse? Pour expliquer cette chose, parce que Lacan, quand il parle de stoop, il introduit les noms d'une comédie d'Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'est Elle s'abaisse pour conquérir. C'est une comédie. Et qu'est-ce qui se passe dans cette comédie? Il y a une femme de bonne famille qui s'abaisse aux façons de faire d'une soubrette pour conquérir l'homme de son choix. Alors, je prends cette histoire d'abaissement pour le faire jouer dans les carrés aussi de Tower. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a une érotisation dans l'affaire psychanalytique quand elle s'abaisse. Quand elle s'abaisse, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'abaisse? Dans les cas spécifiques de Lucia Tower. Bon, c'est un patient, et rien ne s'est passé dans cette analyse. Elle était en marre de cette patient. Le patient se plaignait tout le temps de la femme. La femme était contre son analyse à lui et rien ne s'est passé. 1 an d'analyse, 2 ans d'analyse et rien ne s'est passé. Alors un jour, cette femme analyste a un rêve. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Elle rêve qu'elle va chez le patient. Il n'y a là que la femme du patient. Et elle dit qu'après quelques minutes, la femme du patient l'accueille d'une façon très, très, très chaleureuse et ils ont parlé comme s'ils étaient de friendly wives, des épouses amicales. Imaginez-vous un peu la scène du rêve. Les États-Unis, aux années 50, il y a une réunion faite pour des collègues. Il peut se faire que ce soit des collègues de psychanalystes, des entrepreneurs. Les importants de la réunion sont les hommes. Et les femmes sont ailleurs, comme il faut, non? Alors, Lucia Tower, dans les rêves, elle n'est pas en situation d'analyste, elle n'est pas collègue du mari, elle n'est pas là en tant que psychanalyste, elle est en tant que femme, avec l'autre femme, avec la femme du patient. Alors, le rêve étonne beaucoup Lucia Tower, parce qu'elle dit peut-être j'avais une idée erronée de ce qui s'est passé avec les patients et avec la situation matrimoniale. Je devais changer mon point de vue, ma perspective de tout ce qui s'est passé. Alors, la séance suivante, elles viennent et elles commencent à se bagarrer avec les patients. Mais comment est-ce que vous m'avez présenté cette situation matrimoniale si atroce? Comment est-ce que vous m'avez dit que votre femme entravait votre analyse? Et c'était comme une bagarre entre hommes et femmes. Alors, she stoops, elle s'abaisse dans le rêve, mais elle s'abaisse aussi dans la séance analytique. Elle n'était là elle n'est pas là en tant qu'analyste, elle est là en tant que femme. Alors, elle s'abaisse de la même façon comme le personnage principal de la comédie She Stoops to Conquer s'abaisse pour conquérir l'homme. Ah, mais il y a une petite différence. Parce que Lucia Tower ne s'abaisse pas pour conquérir cet homme. Ce qui se passe là, c'est que le patient commence à la scrutiniser, à la scruter comme s'il voulait la déchirer. Et c'est là une énorme subtilité de Lucia Tower, parce qu'au début, elle était un peu, comment se dit ça, préoccupée, que le patient veut réellement la déchirer.
Et il se passe un moment où elle se dit à elle-même non. Ce n'est pas contre moi. L'important, c'est que je suis là pour lui. Pourquoi que ce soit que ça devait se passer. Et là, c'est que l'analyse a tourné complètement à une autre chose. Et c'est ça c'est par là qu'on peut appeler cette analyse une analyse réussie. À partir de ce qui s'est passé avec l'analyste, qui pouvait changer de lieu pour être là d'une façon différente pour le patient et être là pour supporter les conséquences érotiques de ces rôles qu'elle a joués là. Je me permets là un petit peu d'associer là, sur ce que tu nous dis. Ce qui me paraît subtil dans ça, c'est que même si on veut réprimer le contre-transfert, c'est-à-dire au fond, en termes classiques, les effets que nous font un patient ou une patiente, sans pour autant verbaliser cela, hein, comme le faisait Ferenczi. Hein, il dit dans le journal clinique, c'est le seuil, c'est-à-dire la verbalisation même et l'escalade que ça entraîne de verbaliser les affects. Mais même si on se tient dans une position particulière pour stopper cela, ce qui est intéressant, c'est que ça revient là sur des scènes particulières. Il faut un rêve, que fait donc Luce-Tauer, un rêve dans lequel est mise en scène la femme du patient. C'est-à-dire il y a un double détour pour qu'elle entende quelque chose de sa position, que Lacan appellerait transférentielle, pas forcément contre. Enfin, la question, voilà. Donc c'est quelque chose dans ce cas-là qui revient par une formation de rêve et qui fait identification à la femme du patient. C'est assez étonnant ce retour, parce qu'il y a de multiples retours dans la question du contre-transfert. Là, dans ce cas-là, c'est un rêve qui indique notre transfert à l'égard, voilà, et qui, à partir de ce rêve, modifie notre position. Voilà. Oui, mais ce que c'est très intéressant dans cette rêve, c'est que dans ces cas, Luce-Tauer n'est pas très freudienne, parce qu'elle ne commence à penser, mais pourquoi est-ce que j'avais eu cette rêve? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Je dois aller à la psychanalyse une autre fois pour voir quels sont les enjeux de ma vie, de mon inconscient, pour que je trouve qu'est-ce qui s'est passé. Elle applique ce rêve directement au transfert ce du rêve patient. entraîne un acte de sa part. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça qui est particulier. Ce rêve entraîne un acte et une modification de sa position à l'égard de la... Et non pas une recherche de savoir complémentaire sur elle-même. Pas du tout. Voilà. Et elle démontre par là que justement par rapport à celle... Donc elle parle d'analyse avec deux hommes, dont l'une est réussie et l'autre non, alors qu'il y avait beaucoup de choses semblables dans ces deux... Elle croyait. Voilà. Elle croyait qu'il y avait beaucoup de choses de semblables. Et en fait, dans l'une, elle se laisse chahuter par ce rêve, elle se laisse chahuter par ce qui lui arrive, par comment elle est embringuée là-dedans, hein, son implication érotique là-dedans, hein, et c'est là où elle peut tenir sa place d'analyste, tandis que dans l'autre, elle veut absolument tenir une place maîtrisée d'un transfert neutre, bien contrôlé et rigide, et c'est là où elle se plante. Oui, hein? Oui, c'est incroyable ce qui s'est passé avec l'autre patient, parce qu'avec l'autre patient, elle aimait beaucoup cette patiente. Elle croyait que c'était un homme viril, très bien. Elle était tout prêt pour se laisser aller avec les contre-transferts avec cet autre patient. Mais c'est ça qui l'empêchait à elle de vraiment supporter ce qui s'est passé avec les transferts. Il est venu un moment où elle était vraiment très asustada, comment ça disait? Effrayée. Et il commençait à ne pas pouvoir prendre en compte toutes les choses qu'elle savait déjà. Et bon, elle a fini pour l'envoyer à un homme analyste pour que le contrôle. Elle croyait qu'il a besoin de quelqu'un de très fort pour le contrôler. Alors elle a raté tout. Elle a raté tout dans ce deuxième cas.
Oui. Je retombais là sur les choses qui m'ont particulièrement frappée. On tourne toujours autour de la même question, hein, parce qu'elle est dépliée tout au long de ton livre. Hein. Le mal nommé contre-transfert n'est pas à proprement parler l'obstacle pour la cure, pas plus d'ailleurs qu'une boussole pour la guider, mais il est par contre la claire manifestation chez l'analyste de son implication dans une situation structurellement érotique. C'est ce que les analystes ont escamoté. L'échec de leurs efforts pour maîtriser, éviter ou dépasser le contre-transfert ne relevait pas de l'impuissance, mais de l'impossibilité. C'est donc là, tout le livre est une démonstration, au travers de ces cas d'analystes femmes, de comment c'est pas de l'ordre de la maîtrise, mais il s'agit de se laisser embarquer. Et peut-être tu pourrais revenir sur la façon dont Lacan, et donc tu reprends ça là, dit que les femmes sont plutôt, il faut que je retrouve la référence, se déplacent plus facilement dans le contre-transfert. Probablement, dit-il, je vais faire un peu de misogynie ou quelque chose comme ça, parce que elle maîtrise un peu moins les choses intellectuellement. Hein, et finalement, ça les libère. Enfin, quelque chose comme ça. Hein, oui, mais je peux prendre un contre-exemple de ça. Il y a, dans l'acte psychanalytique, c'est un séminaire de Lacan de 1966-1967. Et il discute là un article d'un homme analyste, nord-américain aussi, qui s'appelle Thomas Szasz. C'est très intéressant. Je crois que c'était peut-être une des dernières fois que Lacan a discuté le travail d'un psychanalytique nord-américain dans ce séminaire. Qu'est-ce qui attire l'attention de Lacan là-dessus, c'est qu'il essaye de critiquer et de travailler autour du concept du transfert. Et qu'est-ce que dit Thomas Szasz? Il dit que le concept est créé pour protéger l'analyste de la personnalité du patient, qui lui sert comme défense pour éviter quelques tentations, quoi que ce soit, qui peut venir de la part du patient. Alors c'est incroyable parce que Lacan se dit, ça peut faire une exposition très radicale, une critique très radicale du concept de transfert, mais pour que l'analyste peut tirer l'épingle du jeu. C'est incroyable ce qui se passe. Alors ce que Lacan dit de femmes vis-à-vis le contre-transfert, c'est justement l'inverse. Elle dit que c'est dans cet article où on peut trouver de la façon la meilleure articulée comment l'analyste est pris dans la psychanalyse. Alors, bien sûr, il croit que ce sont les femmes qui ont écrit les meilleurs articles sur le contre-transfert, qu'elles peuvent se déplacer d'une façon plus à l'aise dans les contre-transferts. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, ça c'est très intéressant, parce que ça, c'était... Gloria, est-ce que tu marches vraiment dans cette affirmation de Lacan? Est-ce que tu la prends au sérieux? Est-ce que tu l'interroges en disant, oui, les femmes, les supposées femmes, donc, se déplacent mieux dans le contre-transfert. Voilà. Comment tu reçois cet énoncé de Lacan? Voilà. Les femmes, les supposées femmes, hein. Voilà. Oui, ce sont des questions différentes. Et bien sûr. Ce sont des questions très différentes parce que c'était une affirmation qui m'a beaucoup étonnée. J'étais frappée quand j'ai lu ça. Frappée. Et c'est là que la recherche a commencé. Ouais. Alors, je me suis embarquée à lire tous les articles recommandés par Lacan et même des autres. Et c'était vraiment très étonnant de voir deux articles, parce que quand Lacan veut que ses élèves travaillent sur cette affaire de contre-transfert, il recommande aussi un article d'un homme, que c'était aussi cet Thomas Szasz. Et c'était vraiment très intéressant de voir, parce que pour lui, l'analyste devait être un savant.
Il dit que les patients sont là parce que l'analyste est un savant. Et c'est ça sa force, qu'il sait. Il est un scientifique et il sait. Par contre, Barbara Lowe, qui est dans l'autre côté, que c'est une des autres femmes analystes que je travaille dans le livre, elle dit que la psychanalyste est un artiste. On peut voir seulement avec ces deux exemples la différence énorme entre ces positions de femme comme une artiste et cette position d'homme comme un savant, comme un scientifique. Qui sait? Mais qu'est-ce que ça veut dire, se conduire comme femme dans une analyse? Ça, c'est une autre chose. Oui. Ça, c'est une autre chose. Et Peut-être que ça fera l'objet d'un nouveau livre. Mais c'est déjà dit un peu ici, parce que Lacan a recours à la mascarade. Oui. Il recourt à la mascarade pour parler de ça. Ensuite, enfin, si vous voulez intervenir dans le vif, allez-y. Allez-y allez-y dans le vif de la question. Ben, j'ai une part de femme en moi. Et quand je l'étouffe trop, je suis savant. Quand je le laisse s'exprimer, ce côté femme devrait m'aider si j'étais analyste. Mais je ne suis pas. Alors, je voulais dire un truc, c'est que madame, là, que je ne connais pas, j'avais envie de dire que par rapport aux hommes, vous les femmes, mon expression à moi, c'est descendre dans l'arène. Y aller, oser y aller. Non, on n'y va pas dans l'arène. Dans votre rêve, vous allez dans l'arène. Si vous avez le taureau devant vous, je sais pas quoi, là, Vous savez, On peut dire des choses comme ça, oui. dans la métaphore taurine, vous savez qu'en tauromachie, justement, ça a été une des grandes questions en Espagne. Les femmes ont été longtemps interdites de descendre dans l'arène et de toréer à pied. Le seul toréo des femmes était à cheval. Il y a eu de grandes... voilà. Mais on considérait, curieusement, que descendre dans l'arène, comme vous dites, était une affaire uniquement de toreros et d'hommes. Voilà. Si je peux souligner quelque chose qui est dans ton livre, là, Gloria, à ce sujet. À un moment, tu écris Lacan... le 8 mars 61, dans le séminaire Le Transfert, Lacan peut dire que ce serait mauvais signe si un analyste n'éprouvait jamais le désir de, guillemets, prendre le patient dans ses bras ou le passer par la fenêtre. Alors, évidemment, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être dans la même cheminée. Et moi, j'ai mis dans la marge, parce que je suis analyste, j'ai aussi une pratique de pédopsychiatre. On va dire qui coexistent, en tout cas dans le même cabinet. Eh bien, c'est aussi ce qu'on voit tout le temps des relations des mères à leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles arrivent à être complètement mères quand elles acceptent qu'il n'y ait pas que des sentiments positifs et qu'elles éprouvent complètement ces choses-là et que pourtant, elles sont vraiment cette place de mère. Et je crois que c'est ça que aucun savoir, ça n'a rien à voir avec appliquer les recettes d'une bonne éducatrice, d'éprouver ces choses-là. L'analyste éprouve des choses aussi violentes, et c'est qu'est-ce qu'il fait avec, il est embarqué avec. Qu'est-ce qu'il en fait? Oui. Peut-être que tu avais été interrompu, Gloria, là, sur ce que tu avais commencé à dire sur la question côté supposé femme, ouais. Côté mascarade, et côté supposé homme, comme tu dis dans ton livre, comme les hommes sont toujours dans l'angoisse de leur puissance, de la déconvenue de leur puissance, ce qui est supposé. Bon. Enfin, c'est une façon... Voilà. Donc, ils seraient trop, effectivement, dans cette crispation-là, et ils ne laisseraient pas, en effet, ils ne pourraient pas se plier et se courber. Mais est-ce que se plier et se courber dans le transfert est une affaire qui se règle uniquement côté féminin, masculin? Voilà. Est-ce que la question
dire que la femme est plutôt du côté de la mascarade, du semblant, du jeu, du déplacement, par rapport à cette supposée maîtrise de l'homme tellement angoissé de sa puissance, puisque c'est, je crois, ce que tu soutiens, est-ce que ça peut être recevable? Voilà. Oui, je crois que ça, c'est une nouveauté du séminaire de l'angoisse. Oui. De pousser les choses comme ça. Mais cette histoire vient de loin parce que on a dans les théâtres grecs cette histoire d'Héron et d'Alasson. L'Héron sera ce qui peut ne pas montrer ce qu'il a. Et l'Alasson, c'est ce qui ne montre pas, ce qui montre ce qu'il n'a pas. La même chose apparaît beaucoup de siècles après avec Torquato Aceto. Il parle de la simulation et la dissimulation. Et la façon de distinguer entre les deux, c'est exactement la même. Les simulateurs, c'est ceux qui ne montrent pas ce qu'il a, en tant que les dissimulateurs, c'est ceux qui montrent ce qu'il n'a pas. Celui qui montre, c'est ce qu'il n'a pas. Et c'est la même distinction qui fait Lacan dans les séminaires de l'angoisse entre la mascarade et l'imposture. La mascarade, c'est ceux qui peut ne pas montrer ce qu'il a, en tant que l'imposture, il se trouve dans l'imposture ceux qui montrent ce qu'ils n'ont pas. Alors, c'est Lacan qui fait jouer cette affaire du sexe pour dire que la mascarade, que les femmes sont plutôt plus près de la mascarade, en tant que les hommes sont plus près de l'imposture à cause de cette affaire de sa relation avec la puissance. Question. Bon, Inès, continue. C'est peut-être le moment que tu puisses nous développer un petit peu, avec Lacan, le positionnement de l'analyste par rapport à l'objet petit a. Tu es sûr que je... Tu peux en dire quelque chose, au moins ce que tu en dis dans ton livre. Bon, mais je trouve que ça c'est un développement très, très, très nuancé parce que c'est vraiment une nouveauté du séminaire de l'angoisse. C'est là où vient l'invention de l'objet petit a, que pour Lacan, c'était l'unique invention qu'il a fait. Et bon, il dit que c'est par rapport à l'objet petit a où se joue toute l'affaire des transferts. Alors, c'est vraiment une révolution. Et la façon dont l'analyste peut le rapport qu'a l'analyste avec cet objet petit a à un certain moment de l'analyse, c'est là où peut se jouer le succès ou le fracas ou l'échec d'un analyse. Mais peut-être pour faire la chose passer un peu plus doucement, parce que on peut parler qu'est-ce qui se passe avec Lucia Tauer. Parce qu'il y a un moment où ça est en jeu. Après cette affaire de stooping, après qu'elle se pose en tant que friendly wife, en tant qu'épouse du patient, le patient a une réaction vraiment très violente. Très, très, très violente. Et à ce moment où elle pensait que le patient était en train de la déchirer, c'est là où on peut voir comment cet objet petit a est en jeu. Alors, elle pouvait sortir de la scène, la fuite, comme Breuer. Elle pouvait commencer à faire des déclarations et des confessions aux patients, côté Ferenczi. Et elle décide simplement de supporter là et de savoir qu'elle est là pour les patients. Alors, c'est ça l'affaire de l'objet petit a dans l'analyse. Est-ce que tu pourrais nous... J'ai trouvé ça très, très fin dans le feuillettement de ce néologisme scrutinisé. Hein, quand tu nous dis, à partir de là, tu reprends ce terme, à partir de là, donc je me suis senti scrutinisé. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais
dans le transfert. Est-ce que tu pourrais déplier un petit peu ce mot de scrutiniser? Voilà. Bon, c'est une invention de Lacan, une autre invention de Lacan, autour de ces cas réussis aussi. Mais la scrutation, on peut dire ça en français, mais pas dans les affaires électorales. La scrutation, oui, parce que... Nous sortons d'une élection régionale, Oui, Gloria. bien, je sais. Je ne sais pas si au Mexique vous avez été au courant, mais voilà. J'étais ici. D'accord. Alors, je suis absolument Mais au courant. Absolument. Le On scrutin. peut discuter des politiques aussi. Non, mais la scrutation, c'est un mot qui s'utilise beaucoup dans la littérature analytique. Et par exemple, c'est Ferenczi qui dit que les patients, tout le temps, il ne dit pas scrutiniser, parce que ça, c'est un mot inventé. Lacan fait un néologisme pour garder la relation avec l'anglais, de scrutinize. Le mot en anglais, c'est scrutinize. Et alors, Ferenczi, c'est lui qui dit, peut-être pour la première fois d'une façon très claire et très nette, que les patients scrutinise l'analyse tout le temps. Il veut tout savoir, il veut aller un peu plus loin. Mais dans le séminaire de l'angoisse, ça a un sens très, très, très fort, parce que ce que dit Lacan, ce qui fait le patient, c'est de chercher sa propre manque à lui dans l'analyste. Et alors la scrutinisation, c'est pour essayer de trouver le manque dans l'autre, pas en soi-même. Et c'est à cause de cette position que l'analyste peut soutenir que le patient peut retomber sur lui pour se rendre compte que la manque est à lui. Alors c'est tout un détour à partir de cette scrutinisation, mais surtout à partir de la façon dont l'analyste se pose pour supporter ces moments d'érotisation très 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 forts dans l'analyse pour passer à une autre chose. Parce que ça, j'ai regardé aussi, ça croise aussi un mot latin que qui est scrutari, scruta. Et scruta en latin, c'est les vieilles nippes, les vieilles fripes. Oui. Et la défroque. Oui. C'est pour ça qu'il y a un glissement de Lacan sur le déchirement, ce qui est déchiré Bien dans sûr. la scrutinisation. C'est une façon vraiment forte, je trouve ça fort, de donner ce côté langue de l'enjeu du transfert. Oui. Voilà, là, il y a... Et je devais faire ça pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Lacan invente ces mots, s'il y avait des autres en français qu'il pouvait utiliser. Pourquoi est-ce qu'il gardait ce mot en anglais et il fait un néologisme pour rendre compte de quoi il s'agit dans l'analyse? Et alors, pour moi, c'était nécessaire de passer par cet aspect de la racine étymologique latin pour trouver où était la question. Donc c'est une hybridation de langue extraordinaire, le scrutiniser. Oui. Voilà, il y a vraiment voilà. Et ça, je trouve que c'est une façon de se situer par rapport à la lecture de Lacan, d'aller voir de près, de ne pas être dupe de ce qu'il raconte, mais d'aller voir de près comment se fabriquent ces mots et ces citations. Oui. Et ça, c'est l'enjeu très fort aussi de ton livre. Voilà. En fait, il y a 3 mots avec lesquels on peut analyser cette analyse réussie et avec lesquels on peut faire un tournant très fort avec cette affaire du contre-transfert. Le premier, c'est stoop au lieu de bend, s'abaisser au lieu de courber. La deuxième, c'est scrutiniser. C'est ça la recherche que les patients font dans l'analyste. Et le troisième, c'est quand l'analyste se broue et passe à une autre chose. Alors, elle peut s'ébrouer de tout ce qui s'est passé avec elle. Elle part en vacances et elle retourne et elle est tellement à l'aise pour supporter quoi que ce soit qui vienne après dans l'analyse. En matière électorale, quand on parle d'un scrutin, voilà, en français, le scrutin, donc c'est le... On a exploré, on a fouillé un petit peu... Et il y a une formule qui est quand les bureaux de vote sont clos, on passe au dépouillement. On dépouille. Hein.
Hein, on dépouille le scrutin. Et il y a une autre, ça m'a fait penser à ça, il y a une autre occurrence où Lacan utilise le mot du scrutin, c'est en disant chacun a dépouillé le scrutin de son histoire. C'est dans le passage d'Antigone, où il soutient que, quel que soit ce qu'a fait son frère Créon, malgré le fait que Créon ait transgressé les lois de la cité, Antigone lui donne une sépulture. Hein. Eh bien, il dit ça. De toute façon, chacun a à parcourir, à dépouiller le scrutin de son histoire. Et ce mot existe à ce moment-là. Voilà. Agnès. Oui, je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter. On a balayé un peu, en tout cas, ce que tu dis dans le livre. Mais tu m'avais dit que tu voulais parler de ce qui s'est passé avec toi. Oui. Quand tu lisais le livre, ça sera très intéressant pour moi d'écouter ça. Oui, ce qui s'est passé avec moi, c'est que, comment dire, ça m'a permis de réfléchir à des tas de choses qui étaient un petit peu latentes depuis mes années de pratique analytique, et d'en faire le tour, de les déplier et de mieux comprendre, comment dire, de pouvoir verbaliser, de pouvoir mieux comprendre, mieux articuler des choses que une position très 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 claire que j'avais mis en place. Je disais par exemple que cette histoire de cheminée, c'est pas rien, ça n'a rien à voir justement avec appliquer une technique ou comme toutes ces je sais pas quoi, quelle technique avez-vous en référence, la technique machin, la technique truc. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a de sens, c'est quand quelqu'un est prêt à s'engager dans une analyse, c'est que il soit clair qu'on est deux à s'engager, et que si on n'est pas deux à s'engager, eh ben c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je ne m'engage que si l'autre s'engage, et inversement. Et il faut que l'autre le sente. C'est comme ça qu'on peut arriver à s'y mettre et qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà. C'est en effet faire le tour de toutes ces positions, voir comment il faut se laisser traverser sans rouler dans la vague. Enfin, il y a quelque chose, et en même temps sans être dans une position de maîtrise, de défense. On n'a pas du tout fait allusion pour l'instant à une partie de ton livre où tu parles d'Hamlet. Peut-être tu peux en dire quelques mots de cette la mise en scène par Hamlet du meurtre. Ça permet de déplier un peu les places. Je sais pas si tu... Et j'ai pris chacune des trois analystes que j'aborde, suivant différentes choses, suivant leur propre texte de chacune, suivant la façon dont chacune apparaît dans les séminaires de Lacan, et suivant les références qui sont mises dans chaque séance où chacune d'elles est analysée. Et alors cette histoire de Hamlet vient parce que Barbara Lowe parle de Hamlet. Mais il y a une autre chose là, parce que ce n'était pas Lacan à cette occasion qui fait l'analyse de Barbara Lowe, c'est Granoff, un élève de Lacan qui joue un rôle très 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 important dans les séminaires de Lacan de ces années, dans la rupture de Lacan avec la IPA. Et il était très au courant, et il parlait très bien 4 langues, entre l'anglais, l'allemand, le russe et le français. Ouais. Et il se déplaçait très à l'aise entre les langues, et il aimait beaucoup, beaucoup le texte de Barbara Lowe. Il disait qu'il était écrit dans une anglais précieuse. Et il arrive à un point où il trouve que Barbara Lowe lit le Hamlet d'une façon très curieuse, parce qu'elle change l'ordre de paragraphes. Et avec ces changements de l'ordre de paragraphes, elle arrive à comment dire,
a posé quelle est sa position à elle de la psychanalyse. Alors Granoff, en critiquant Barbalo, propose sa position à lui de l'analyse. Et alors toute cette histoire de Hamlet vient là, vient pour poser les questions de quelle est la position de chacun vis-à-vis de la psychanalyse, en tant que psychanalyste. Peut-être c'est le moment de... Enfin, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose avant les questions. C'est peut-être le moment d'un échange un petit peu plus particulier avec qui veut prendre la parole dans la salle. Je vais peut-être Oui, tu veux ajouter quelque chose, oui. Sur cette question des différentes versions qu'a donné Lucy Tower sur le cas. Hein, ça, c'est intéressant, puisqu'il y a... Très intéressant. Il y a à la fois donc une version qu'elle donne sur sa propre rédaction, il y a une version retrouvée qui a été déposée, et il y a la version éventuelle qu'elle va donner par rapport au fond à un public d'école, à son école. Alors ça, je trouve ça, comment dire, ça doit nous interroger sur la pression ou le côté un peu surmoïque d'une école par rapport à la bonne version du cas. Voilà. C'est-à-dire que ça montre très bien qu'il n'était pas de bon ton, hein, comme du reste chez les Lacaniens, il n'est pas de bon ton de parler trop de ces affaires de compte-transfert. Hein. Ça doit être neutralisé, on n'en parle pas. Et donc elle est embêtée par rapport à ça, par rapport à la version qu'elle va avoir à donner. Voilà. Comme maintenant, chez les Lacaniens, est-ce que d'une certaine façon, une certaine version de l'analyse ne fait pas pression sur la version de la passe qu'on va donner? Voilà. On voit très bien ça. Est-ce que tu pourrais marquer un peu les différentes versions qu'elle a données sur son cas? Oui, mais peut-être je voudrais vous raconter comment est-ce que ces trois versions ont apparu. J'étais vraiment très enthousiaste avec cette affaire de Lucia Tower. Et je voulais aller à Chicago pour savoir plus d'elle. Et tout le monde m'a desalentado, comment se dit? Dissuadé, découragé d'y aller. Ils m'ont dit, il n'y a rien de plus. Il y a l'article qu'elle a publié. Ils m'ont envoyé un petit dossier avec quelques lettres qu'elle a écrites. Rien d'intéressant. Rien. Je me suis dit, mais peut-être si je vais à Chicago, je peux trouver quelque chose d'intéressant. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas le cas que vous venez ici. Il n'y a rien. Je me suis dit, je m'en vais, j'y vais. Bon, le directeur de la bibliothèque m'a reçu très aimablement. J'ai commencé à chercher à la bibliothèque, les archives et tout ça. Et un jour, il entre en puntitos, comment se disait? Sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Et il vient près de moi et il me dit, mais Gloria, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'intéresse de Lucia Tower? Parce que je relis l'article et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui t'intéresse tant. Autant. Bon, je lui dis un peu. Et elle m'a vue chaque jour là, à la bibliothèque. Et finalement, elle m'a dit, bon, tu travailles beaucoup, peut-être tu peux aller aux archives mortes de la Société de l'Institut. Ils n'étaient pas là, ils étaient vraiment dans un coin très, très, très dangereux de Chicago. Vous savez, dans cette maison énorme pour archiver des papiers qui ne servent à rien, que les entreprises maintenant, tout technifié, n'utilisent plus. Alors, je suis allée, j'ai pris un taxi, je suis allée, c'était vraiment affreux, parce que c'était un... Et alors, je trouvais le dossier de Lucia Tower, et j'ai commencé à chercher, et tout d'un coup, excusez-moi. Et tout d'un coup, je trouve une version de l'article qui n'était pas la version... bon, je n'ai pas le temps de lire très sérieusement tout, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Il disait,
version présentée aux membres de la Société de Chicago le 2 mai 1955. Bon, je me suis dit, photocopie, je photocopie tout. Et après, je trouve un autre qui disait la même chose, mais que c'était tachado, comment se disait? Rayé. Et il disait working copy, brouillon. 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 Oui. Brouillon. Oui, ça bruit de Oui. choses. Bon, je ne savais pas qu'est-ce que je devais trouver là, mais je photocopie ça et quand j'arrivais chez moi, j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte qu'il s'agissait vraiment des 3 versions différentes de l'article qu'elle a publié. Le brouillon, c'est qu'elle a présenté à son... Brouillon. 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 Excusez-moi. Non, c'est bien. Le brouillon est pas mal. Hein, je sais pas. C'est qu'elle a présenté à la Société de Chicago et l'article publié. Et c'est là que je pouvais... Parce que le premier, le brouillon, ce n'est pas présenté à personne. Ça, c'était envoyé seulement à l'archive. Tout à fait. Et c'était le seul brouillon que je trouvais là de toutes les présentations publiques que se faisaient à Chicago, parce que Chicago est un institut très ouvert. Très ouvert. Il invite tous les analystes de Londres, des États-Unis, des autres parties, et tout le monde présentait ses travaux, il discutait de toutes les choses. Et je n'ai pas trouvé un autre brouillon dans notre présentation. Je me suis dit, mais pourquoi? Bien sûr que la présentation en société, on peut le faire des corrections pour la publication, mais l'autre avait un paragraphe qui était enlevé de toutes les autres 2 versions. Et c'était là que je trouvais qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Comment est-ce qu'elle a passé vraiment d'analysante à analyste? Je pouvais lire dans ces paragraphes son passage d'analysante à analyste. Alors, c'est ça. Finalement, quand on écrit un livre, Gloria, il y a quand même une érotique de la filature. Est-ce que tu serais d'accord? Voilà, une dernière petite chose que je dis, après je vous laisse la parole. Toujours dans ces affaires de langue. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une version officielle de la position d'analyste au début de l'enseignement de Lacan sur cette affaire de cadavérisation, hein, de faire le mort. Hein, c'est quelque chose qui a fait un peu prégnance, qui a marqué. Alors, je crois que dans ton livre, tu donnes toutes les nuances de ce mort. Hein. Il y a cadavérisation, et puis il y a aussi la métaphore du bridge que tu donnes, qui est au fond de permettre à l'analysant de jouer, d'être mort, mais de jouer avec le jeu et ses cartes, ce qui n'est pas tout à fait la même question que la cadavérisation, qui là vraiment marquerait une position qui a été critiquée par les anglo-saxons, puisque les anglo-saxons, ils verbalisent pour montrer qu'ils sont vivants. Voilà, il faut donner du vivant, de l'empathie, hein, c'est la réponse complète de Margaret Little. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ça m'est arrivé de jouer au bridge quand j'étais étudiant. Je me suis arrêté parce que je revoyais les coups de cartes toute la nuit et c'était extrêmement fatigant. Donc, voilà. Mais donc, ce que tu m'as appris, c'est que en anglais, la position, alors ça, si vous avez le livre, c'est dans la page 94 du livre. Le dummy. Voilà, tu sais. Donc, voilà. Oui. Donc, dans la langue d'origine du bridge, l'anglais, le mort s'appelle dummy. Comment tu dis en anglais? Dummy. Je ne sais pas très bien. Dummy. Dummy. Ben, j'ai trouvé ça très... Alors, qu'est-ce qu'est dummy? Alors, dummy n'a pas un côté comme ça... Quelle page? Pardon, j'ai dit 80. 94, voilà. Oui. Alors, je trouve que ça me semble bien marquer ce que tu essayes de nous faire passer sur cette position un peu dans le transfert. Voilà. Dummy signifie en effet, en anglais, muet. Mais aussi, c'est être ou faire l'idiot. Scrétin. Être scrétinisé.
Un acteur sans rôle particulier. Ça, c'est joli. Un acteur sans rôle particulier. Quelle belle manière de dire que le transfert, c'est cette espèce d'accueil, Oui. cette espèce de disponibilité à être pris pour de multiples autres. C'est quand même ça aussi, se courber. Je ne sais pas si c'est une affaire Bien masculine ou féminine. Bon. Un acteur sans rôle particulier. Ça, c'est un fourre-tout. C'est très joli, ça, c'est superbe le demi-anglais que tu nous donnes. Un mannequin, un simulateur, un leurre, une imitation, une effigie. Quelqu'un qui apparemment agit de lui-même, qui en fait représente quelqu'un d'autre. Ça dit aussi cette espèce de décentration, Oui, de absolument. côté décentré. On n'est pas là en tant que personne. Enfin, il y a quelque chose qui fait très lacanien. Un objet qui sert à la place d'un autre. Quelque chose de fait, de contrefait, une simulation, une feinte, voilà. C'est pas rien, du reste, que Lacan ait utilisé la notion de feinte dans le sujet supposé savoir. Oui. Il a repris cette notion de feinte. Oui. Voilà, donc je voulais te dire que ce demi m'a absolument régalé. Voilà. Oui, Très et bien. c'est très important parce que peut-être presque tous les élèves de Lacan ont pris cette indication de Lacan de jouer le mort, d'être vraiment muet, d'être comme un cadavre, de ne pas dire rien dire, de rien bouger. Et bon, ça, c'était catastrophique pour les analyses. Et alors, je trouvais là des nuances vraiment précieuses. Voilà, mais il faut, tout à fait. il faut absolument faire jouer ce passage de langue pour entendre cela. Voilà. Bon, Ah oui, parce que si on n'a pas le demi, on reste dans une oui, des morts. même si effectivement le jeu du mort avec c'est autre chose que la cadavérisation. Oui. Mais il n'empêche que la langue anglaise dit voilà c'est marrant du reste que tu aies donné ça en petites notes. Mais les petites notes, c'est toujours adorable. Voilà, il y a des gens. Merci. Voilà, si, absolument. Les petites notes, c'est souvent plus important que le texte. Voilà. Mais donc, il faut passer par cette langue anglaise pour entendre, je crois, ce que tu nous dis sur cette position de transfert. Voilà. Pour moi, c'était très important de passer de l'anglais à l'espagnol, de l'espagnol au français, du français à l'anglais. Et bon, je trouvais, dans ces cas, je suis d'accord avec Ranov qu'il y a quelque chose qui, dans une langue, sont plus clairs que dans une autre. Et de passer d'une langue à l'autre, des choses s'éclairent d'une façon vraiment incroyable. Et pour moi, au moins, ça, c'est mon façon de travailler. Je ne peux pas faire autrement. C'est obligatoire pour moi. Je trouve que le titre espagnol est plus dans la langue. Ensemble dans la cheminée, c'est Ensemble dans la comment tu cheminée. dis en espagnol? Juntos en la chimenea. Voilà, arrêtons-nous là-dessus.